la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 20h de ce samedi. Voici le sommaire. Hommage national aux 8 soldats tués dans l'attaque terroriste du 10 mai contre le poste militaire de Pekpa-Kandji, dans le nord du pays. Les 8 vaillants disparus tombés au champ d'honneur ont été élevés à titre posthume chevalier de l'ordre du Mono. Les acteurs de la filière coton étaient en séance de travail à Kara, une rencontre bilan en préparation de la nouvelle campagne cotonnière. Que retenir alors de celle 2021-2022? En savoir plus dans ce journal. Et pour finir, nous irons à Kara où se prépare la foire Village Evala édition 2022. Un carrefour d'affaires par excellence qui s'anime en période des luttes traditionnelles dans la Kosa. Voilà pour les titres. Le mercredi 11 mai 2022, lors du Conseil des ministres, le président de la République, Faure Essosim Simbe, a, au nom de la nation, présenté ses sincères condoléances aux forces armées togolaises ainsi qu'aux familles des 8 disparus de l'attaque terroriste de Pekpa-Kandji. Le chef de l'État a exprimé sa sympathie et ses prompts vœux de guérison aux blessés. Cette attaque terroriste a profondément endeuillé le peuple togolais. Un hommage mérité a été rendu à nos braves soldats morts pour la patrie. Gérard Lagoutou. La nation togolaise et son armée saluent la mémoire de 8 vaillants soldats pour leur sacrifice pour la paix. Ils sont tombés les armes à la main dans l'exercice de leur mission, celle de défendre l'intégrité de la terre de nos aïeux, protéger les citoyens et garantir la paix et la stabilité, même au-delà de nos frontières. Mais dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, ce fut leur dernière combativité ici-bas au poste avancé de sécurité du Pekpa-Kandji dans le Pendial, frontière avec le Burkina Faso. Ces 8 valeureux fils du territoire, tombés au champ d'honneur, ont eu droit à un hommage national présidé ici par le ministre des Armées et Sozuna Marguerite Nyakade, représentant le président de la République, chef des armées. Dépôt de gerbes, décoration à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre du Mono pour le service rendu à la nation, puis des coups de fusil ont retenti pour leur dire adieu. Le premier coup symbolise le devoir. Le deuxième coup symbolise l'honneur. Le troisième coup représente la patrie, le pays pour lequel on a un attachement affectif. Excellence, Madame le ministre des Armées, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des Armées, Monsieur le Général de Brigade, chef d'état-major général des Forces armées togolaises, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emprunter ces propos du général Cardo qui écrivait, je cite, « Ce sont les braves semés sur la route qui en effet, ouvre le chemin aux autres. » Fin de citation. Cette citation trouve son sens dans l'immensité du sacrifice que nos braves compagnons ont accepté accomplir.
ces valeureux héros sont soldat de première classe Yendire Nkwambi, soldat de première classe Dekebalo Aloynim, soldat de première classe Atou Pignonzi, soldat de première classe Benguaya Mani Badan, soldat de première classe Jatouat Kanlou Kitib, soldat de deuxième classe Simwoku Maele, soldat de deuxième classe Jato Djagoyi, agent de police Nyazim Jamie Wassou. En effet, ces militaires et agents de police ont, dans la matinée du 11 mai 2022, accepté barrer la route à l'ennemi au péril de leur vie pour, comme l'a dit le général Cardo, que le reste des Togolais puissent continuer par avancer vers nos valeurs les plus chères, qu'ils puissent ne pas vivre dans la peur. Compagnons d'armes, par cette nuit calme, vous étiez l'avant-garde du combat de la liberté contre l'idéologie fanatique religieuse, de la liberté contre la haine du prochain, donc de la civilisation contre l'apocalypse. Vous êtes restés soudés jusqu'à la fin de votre vie, unis dans ce combat noble, dans cette action courageuse. Je m'en vais citer le général Yves Gras pour illustrer le sens de leur héroïsme. Je cite: « La ferme décision de mourir plutôt que de reculer dans la mesure de notre force morale, de cette force qui fait seule la valeur d'une troupe. Cultivons-la, messieurs, dans notre cœur, dans le cœur de nos soldats, cette qualité qui engendre les héros et qui, à l'heure de la bataille, assurera la suprématie de nos armes. » Fin de citation. Le terrorisme vit de la peur de la mort. Il sème la désolation, non pas comme une fin en soi, mais pour inspirer la peur et par là la soumission des peuples. Au-delà des efforts collectifs de sécurité que notre gouvernement et notre hiérarchie ne cessent de consentir, c'est la force morale individuelle dont vous venez de faire preuve en acceptant la mort, arme à la main, qui permettra de triompher de ce fléau. C'est ce courage de rester sur place pour contrecarrer l'ennemi qui fait de vous des héros du peuple et qui nous permettra de gagner cette lutte d'influence et de ne pas céder un seul centimètre carré de notre territoire, comme nous l'a ordonné son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Que ce soit dans la grande famille des armées ou encore la nation tout entière, en passant par les familles biologiques éplorées, l'émotion est vive. Aux familles éplorées, recevez nos condoléances les plus attristées. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ce crime odieux ne restera pas impuni et les auteurs de cette barbarie feront face aux lois en vigueur dans notre pays. Pour la mémoire de vos fils, pères, époux, frères, parents et amis qui resteront toujours nos frères d'âme, la paix sera le quotidien de tout Togolais jusqu'à notre dernier souffle. Du côté des djihadistes, la leçon a été plus amère. Avant de tomber, grâce à leur combativité, leur sens tactique et leur intelligence de situation, nos vaillants compatriotes et frères d'armes ont éliminé une quinzaine de terroristes et fait un nombre évident de blessés. Excellence, Madame le ministre des Armées, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, permettez-moi de présenter mes condoléances à son Excellence Fort Esozimna Nyasingbe, président de la République, chef des armées, qui n'a cessé à tout moment de faire le tour des positions de nos éléments déployés pour les motiver et leur prodiguer d'utiles conseils tout en partageant leur quotidien. Vous pouvez lui assurer de notre volonté inébranlable de maintenir notre pays hors d'atteinte de ces groupuscules barbares terroristes. Vous pouvez lui assurer
de notre fidélité à ces hautes directives de ne céder aucun centimètre carré de notre territoire. Des attributs, notamment drapeaux, bérets et médailles de décoration, ont été également remis aux familles éplorées. De vive voix, leurs frères d'armes d'hier ont réaffirmé leur engagement à poursuivre ce combat jusqu'à la victoire face à la barbarie. Sur place, les familles éplorées ont reçu les salutations des officiels. La franche collaboration entre civils et forces de défense et de sécurité doit être notre arme commune face à l'ennemi commun, le terrorisme. Et c'est sous le rythme de la fanfare du régiment paracommando que les 8 héros sentinelles de la paix s'en vont dans la gloire auprès du Créateur. Voilà pour l'hommage national rendu à nos illustres soldats victimes d'une attaque terroriste dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. À l'agenda du Premier ministre cette semaine, plusieurs audiences. Madame Victoire Toméga Dogbe a conféré avec Nabil Tahari, le directeur général de IB Bank, ancienne BTCI, qui a présenté la vision de cette nouvelle institution financière. Le chef du gouvernement a aussi fait connaissance du nouveau bureau de l'Union des chambres régionales des métiers. La dernière entrevue a été accordée au commissaire général du festival de la marmite, Jean-Paul Agbo Aoulete. Yasmine Kodja nous fait le point. Reçu en audience par Madame le Premier ministre, le directeur général de IB Bank Holding, Tahari Nabil, est allé exposer à Madame Victoire Toméga Dogbe les nouvelles orientations que les nouveaux responsables développent pour cette structure bancaire. Nos axes prioritaires, c'est certes une amélioration de tous nos processus de gestion, de digitalisation et bien entendu nos stratégies de financement et en même temps accompagner le gouvernement dans sa vision de développement et de croissance et d'investissement dans tous les secteurs qui nous ont été assignés et qui ont été partagés par son Excellence dans la feuille de route gouvernementale. On va mettre tous les moyens nécessaires pour que la BTCI, actuellement IB Bank Togo, retrouve sa place naturelle comme leader pour le financement de l'économie et de l'investissement dans ce pays. Après IB Bank Togo, le chef du gouvernement a conféré avec le nouveau bureau investi de l'Union des chambres régionales de métiers, UCRM. Le nouveau président de l'UCRM est venu présenter ses civilités au Premier ministre et dévoiler les priorités de son mandat. C'est l'occasion pour qu'on puisse exprimer toute notre reconnaissance à son Excellence, Madame le Premier ministre. Le gouvernement fait d'intenses efforts pour le bonheur des artisans. Mais à un certain moment, ces actions-là ne sont pas très visibles dans les contrées et les villages. Nous allons les rendre très visibles. Ensuite, nous allons essayer de mettre un système performant pour pouvoir accélérer le processus d'inscription des artisans. Pour la Chambre régionale de métiers, à l'horizon 2026, les membres de l'UCRM devront passer de 40 000 adhérents à plus de 400 000. Au lendemain de la clôture du Festival de la marmite FESMA, Madame Victoire Toméga Dogbe a reçu le commissaire général du FESMA, Jean-Paul Agbo Aouelete. Il est venu faire le point sur les résultats enregistrés et parler des perspectives avec le Premier ministre. La première démarche derrière ce festival, c'était de créer, d'installer dans notre pays un événement à dimension internationale auquel serait associé le nord de la capitale Lomé. Ça a été une réussite. Nous avons partagé cela avec Madame le Premier ministre, vu l'engouement que cette édition a connu au-delà de nos frontières, avec l'intérêt manifesté par les grands médias internationaux. C'est un bilan satisfaisant pour nous, c'est cela que nous avons voulu partager avec le Premier ministre. Le FESMA étant à sa première édition, Madame le Premier ministre a encouragé les initiateurs à saisir la balle au bond.
Tradition respectée avant le démarrage de la nouvelle campagne cotonnière, le bilan de la précédente est dressé à Kara en présence de tous les acteurs de la filière, un secteur qui contribue à hauteur de 1 à 4,3% au PIB, produit intérieur brut, la richesse nationale. Nestor Mouzou. Autrefois florissante, la filière cotonnière est aujourd'hui à la traîne. La campagne dernière, pour un objectif d'emblavure de 193 000 hectares, c'est difficilement qu'il a été réalisé 74 193 hectares pour une production de 50 000 tonnes. La production du coton a baissé ces dernières années au Togo de près de 40%. Les acteurs de la filière sont d'accord pour dire qu'il faut agir afin d'éviter la catastrophe. Cette réunion de Kara s'est penchée sur les mesures à prendre pour sortir la cotonculture de l'ornière. Comme l'une des mesures incitatives, le prix d'achat du coton graine est revu à la hausse par la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo. Au vu de l'analyse qu'on a fait des 2 dernières campagnes, on est en train de repartir sur un réveil de la filière coton au Togo qui va s'orienter sous deux axes principaux. Un, augmenter le revenu des producteurs avec un meilleur prix du coton. On va offrir cette année un prix de 300 francs par kilo de coton aux producteurs. Le deuxième axe, c'est l'augmentation des rendements. Les acteurs à la base, regroupés au sein de la FNGPC, Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, se réjouissent des mesures incitatives prises. Ils s'engagent sur les objectifs de 180 000 hectares à emblaver pour une production de 146 000 tonnes de coton graine. Rendement envisagé, 800 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, si nous voyons les intrants, qui ont le prix très élevé, mais nous gardons le prix des intrants coton tel que l'année passée, engrais NPK de 14 750 et l'urée à 13 750 et les produits phytosanitaires à leur prix. Donc ça déjà c'est les mesures incitatives. Et aussi aujourd'hui on a des apps qu'on peut mettre aussi le coton. Ceux qui étaient pris par la culture de soja, soit disant que le coton n'est pas rentable, qu'ils se sont prononcés. C'est grâce à ça que nous, qui sommes venus ici pour la relance, nous avons confirmé que nous pouvons faire les 180 000 hectares. Le président du conseil d'administration de la NSCT, Saint-Fétier-Aupré, estime que les engagements pris en termes de production sont ambitieux, mais à la portée des cotonculteurs, étant donné qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Il les a exhortés à se battre pour préserver les acquis de la filière. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Dendiog Konlali, a souligné de son côté que les actions à mener, contenues dans les conclusions et recommandations de cette réunion, viennent à point nommé pour reposer les bases véritables d'une relance durable de la culture du coton dans le pays. Il a félicité chacun et chacune pour les échanges fructueux et l'expertise qu'ils ont su apporter pour aboutir à ces conclusions. Tchamba, dans la région centrale, a accueilli de son côté les acteurs des forêts communautaires pour une séance de sensibilisation. Ils sont appelés, après cette rencontre nationale, à intensifier leurs actions de reboisement et à amener les populations à leur emboîter le pas afin de restaurer le couvert végétal. Désiré Aloy. Elle reste une stratégie alternative pour augmenter la couverture forestière, la promotion des forêts communautaires, une vision du gouvernement togolais pour contribuer à assurer la conservation de la diversité biologique. Certaines populations interprètent cette promotion comme une stratégie pour déposséder les terres afin d'en faire des aires protégées. Le ministre en charge de l'environnement, Folibazi Katari, échange à Tchamba avec les différents acteurs des forêts communautaires venus de tout le pays pour lever l'équivoque et les inciter à une gestion durable de ces réserves. Et je crois que ça participe à la politique de reboisement qui a été fortement recommandée par le chef de l'État, qui a lancé notre pays dans une série de défis, celui de planter 1 milliard d'arbres d'ici 10 ans. Et nous pensons que les gestionnaires des forêts communautaires pourront contribuer énormément à l'atteinte de cet objectif-là. Pour ce qui concerne les forêts communautaires, c'est qu'au sein de la population, les gens avaient des craintes. Ils croyaient que le gouvernement fait la promotion des forêts communautaires juste pour déposséder les populations de leurs terres. En réalité, non. L'initiative vient même des populations.
Sensibilisation pour amener ces acteurs pertinents à converger tous vers cette action citoyenne, contribuer à atteindre l'ambition décennale d'1 milliard de plants à l'horizon 2030. Nous avons une forêt communautaire d'Agadiakope, dans Raro. Avoir de forêt communautaire, c'est beaucoup de richesse aussi pour la communauté. Nous allons élargir les nôtres. Nous demandons aux autres maintenant de faire comme l'atelier là. Ça nous a rappelé. Un arbre, c'est l'économie. Ce n'est pas le champ seulement d'aller cultiver qui fait l'affaire. Non, l'arbre aussi peut te faire riche. L'amélioration du couvert végétal reste alors l'une des préoccupations du gouvernement togolais qui joue sa partition pour faire du Togo un cas école de gestion forestière et contribuer à faire entorse au dérèglement climatique qui cause de plus en plus de sinistres. Registre environnement toujours avec la journée de l'arbre au Togo. Le 1er juin, le pays s'apprête à l'observer une fois encore. L'ONG Graines de Vie joue déjà sa partition en distribuant des pousses végétales dans le cloto. Albertine Yakine. En juin de chaque année au Togo, des jeunes plants sont mis en terre pour la reforestation. Nombreux sont donc les citoyens qui l'ont bien compris et s'y attellent. Par le passé, toute la préfecture de Cloto, c'est une préfecture très fraîche, où il pleut, on n'a pas de chaleur. Mais aujourd'hui, nous vivons au quotidien les effets du changement climatique. Dans notre plan de développement communal, nous avions prévu des actions pour atténuer les effets du changement climatique. Nous sommes en pleine élaboration du plan climat pour notre commune. Aujourd'hui, la commune est en chantier. Les voies qui sont en train d'être faites, les emprises de ces voies-là seront reboisées pour que notre ville devienne une ville forêt. L'ONG Graines de Vie a mis sur pied plus de 50 000 jeunes plants ici. Et l'objectif, c'est de partager ça à la population de Cloto pour mettre en terre dans le cadre de la campagne de reboisement national 2022. À Koussountou, dans le Cloto, l'on note un réel engouement des bénéficiaires. Il ne suffit pas de planter, après il faut aller donner de l'eau et il faut faire le suivi. Nous avons assez de superficie, plus de 10 hectares. L'année passée, j'avais essayé à Gou ici. Bon, ça n'a pas tellement réussi. Cours de pluviométrie. Mais maintenant, là où je vais à Davie, là, il y a un barrage là qui peut quand même alimenter, qui peut me permettre à bien arroser ces plants-là. Présents dans la localité de Cloto, les volontaires d'engagement citoyen ont apporté leur expertise à la création des pépinières, puis aidé à partager les jeunes plants. Pour cette activité, l'ONG est allée voir la commune pour que la commune puisse déployer les VEC pour les aider sur les terrains. Ça se fait chaque année parce que l'année passée aussi, ce sont les VEC de la phase précédente qui ont appuyé l'ONG à faire ces pépinières. Donc, raison pour laquelle cette année, comme l'ONG veut distribuer, elle a fait appel à ces VEC pour les aider à distribuer ça à la population. Les bénéficiaires, c'est tout le monde qu'on juge apte de pouvoir planter et d'entretenir. Sur ma fiche, il y a un engagement. On s'engage à prendre et à entretenir. Donc, c'est comme un pacte que nous avons signé et vraiment, ils doivent entretenir jusqu'à la maturité pour réduire le réchauffement climatique. Depuis le lancement officiel de la journée de l'arbre, le 1er juin 1977 au Togo, les populations ont été imprégnées. À cet effet, professionnels et acteurs de l'environnement comptent accompagner le processus en vue de protéger notre écosystème contre les changements climatiques. La COP 15 veut, pour sa part, restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Une promesse faite à l'issue de la conférence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La COP 15 s'engage également à renforcer la résilience face à la sécheresse. La COP 15 s'est achevée vendredi à Abidjan avec la promesse de la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Dans la déclaration finale, la conférence s'engage aussi à renforcer la résilience face à la sécheresse en identifiant l'expansion des zones arides. Au-delà des termes techniques et des discussions, c'est vraiment de la vie qu'il s'agit, c'est notre bien-être. Et
de savoir que 40% de la planète, des terres émergées dans la planète sont déjà dégradées par l'activité humaine, je pense, appelle à l'action. Donc cette COP est aussi une COP d'appel à l'action, justement, sur les questions, deux grandes questions, la question de restauration des terres et la sécheresse. Reste désormais à savoir si les engagements pris par cette conférence seront mis en application. Pour Jean-Claude Brou, activiste, la non-association des agriculteurs à ces différentes résolutions peut entraver leur bon déroulement. Ils restent, selon lui, les principaux acteurs. C'est les paysans qui vivent les réalités. C'est les paysans qui sont au four, au moulin. C'est les paysans qui connaissent les réalités de la terre. C'est les paysans qui connaissent les réalités des forêts. Les paysans ont des groupements, on pouvait les convier, mais c'est des administrateurs, des comités ou bien des organisations agricoles. Non. Les délibérations qui ont eu lieu à Abidjan feront l'objet d'un suivi lors de la prochaine grande réunion des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en Égypte plus tard dans l'année. L'actualité de ce samedi nous amène aussi en France où le nom des nouveaux ministres a été dévoilé vendredi par l'exécutif après de longs jours de délibération. La nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale polarise les réactions. Critiquée à droite, elle est en revanche saluée à gauche. Pape Ndiaye était inconnu au Sénégal jusqu'à sa nomination au poste de ministre de l'Éducation et de la Jeunesse dans le gouvernement français. Depuis son entrée dans l'exécutif, ses origines sénégalaises lui ont donné une certaine notoriété. Ça raffermit les relations entre le continent africain et l'Occident, d'une manière générale, particulièrement entre la France et le Sénégal. C'est une très bonne chose et on doit, comment dirais-je, tous être solidaires avec ce gouvernement pour que la paix et la sécurité et la concorde reviennent dans l'Europe, en Afrique et dans tout le monde d'une manière générale. Si sa nomination apparaîtrait selon certains comme le reflet de relations entre le Sénégal et la France, d'autres par contre n'y voient en revanche aucun fait à célébrer. La France et le Sénégal sont liés par l'histoire. Il ne faut donc pas s'étonner de voir Pape Ndiaye nommé ministre en France. D'ailleurs, ce n'est rien par rapport à tous les privilèges que la France a en Afrique et particulièrement au Sénégal. Pour moi, cette nomination n'est pas un fait extraordinaire. Né d'un père ingénieur sénégalais et d'une professeure française, la nomination de Pape Ndiaye, historien, spécialiste des minorités et directeur du musée de l'immigration de Paris, a déjà fait réagir les partis d'extrême droite françaises. La Corée du Nord fait face à une flambée de Covid-19. Le pays a annoncé ce jour 220 000 nouveaux cas de malades aux symptômes fiévreux. La pandémie au sein d'une population de 26 millions d'habitants totalement non vaccinés et qui n'ont pas accès au dépistage. Et à ce jour, samedi 21 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 044, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 744, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 27 et le nombre de décès est de 273. Information rendue publique par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le virus circule toujours, continuons donc d'appliquer les gestes barrières. L'édition 2022 de la foire Evala à Kara s'annonce. C'est un centre commercial par excellence qui se déroule pendant les luttes traditionnelles pour faire la promotion de la culture kadié. Le comité d'organisation vient de donner le ton. Quoi de neuf cette année? Nestor Mouzou en savoir plus. Le rendez-vous n'a pas tenu en 2020 et en 2021 pour cause de crise sanitaire due au Covid-19. Mais cette année, le village Evala aura lieu. C'est pour donner l'information au public que les promoteurs de l'événement ont organisé cette rencontre. Le concept Village Evala est né en 2011 d'un groupe de jeunes animés de la volonté
d'œuvrer pour la valorisation de la culture du peuple kabyais à travers une foire lors de l'une des importantes fêtes de ce peuple qui est la lutte traditionnelle. Les promoteurs de la foire Evala ont placé l'édition de cette année sous le thème « Opportunités et défis des jeunes et femmes entrepreneurs face au marché public ». Avec la Covid-19, le tissu social et le tissu économique ont été paralysés. Pourtant, les jeunes et les femmes togolais sont très entreprenants et ils souhaitent un plein épanouissement. Donc en voulant cette année rééditer une nouvelle édition du village Evala, nous voulons appeler ces opérateurs économiques jeunes et femmes de tous les secteurs à profiter des opportunités qu'offre le marché des secteurs publics au Togo. Nous avons pris les dispositions pour que cette édition, comme nous avons eu tous des difficultés, que cette édition soit facilitée aux jeunes. Nous avons aussi revu notre logistique aussi. Nous avons des chapiteaux de VIP pour nos partenaires. Exposition, vente, ateliers et formations pratiques, concerts et défilés de mode. Ce sont les activités qui sont au menu de la foire Village Evala. Elle ouvrira ses portes le 6 pour les refermer le 12 juillet. L'adjoint au maire de la commune Koza 1, pas d'abord Kelem Tata, a félicité le comité d'organisation pour les efforts consentis dans la promotion de la culture kabyae. Il a encouragé les membres de ce comité à poursuivre dans ce sens et à maintenir la flamme de cette culture toujours allumée. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo à 22h30. On retrouve Yata Aratem pour l'édition de nuit. Très belle soirée à vous. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à la météo de ce soir.